Regardez votre programme préféré avec Terre de Fenêtres. Fenêtres, baies, portes et volets pour rénover votre habitat. Bonjour à tous, bienvenue à vous dans l'émission Ensemble c'est mieux, votre programme axé sur la solidarité et le vivre ensemble sur France 3 Bretagne. On va commencer tout de suite par le sommaire du jour. Savez-vous ce qu'est la nomophobie, no mobile phobie, ou la peur d'être privé de son téléphone? Une nouvelle addiction que nous décrypterons en images tout à l'heure. Nous nous pencherons aussi avec Gwendoline Bryan sur l'épineuse question de l'âge auquel autoriser un enfant à avoir un portable pas si simple. Elle nous donnera toutes les clés pour avancer sur ce sujet. Les écrans peuvent aussi favoriser les apprentissages, c'est ce que nous allons voir avec Françoise Sarnowski, bibliothécaire indépendante. Elle nous montrera que le numérique est un fabuleux moyen pour contrer la dyslexie. Et puis nous recevrons Marie-Laure Garin, infirmière et socio-esthéticienne. Elle utilise parmi d'autres outils l'olfactothérapie pour le bien-être de ses patients, une approche basée sur les odeurs qu'elle nous expliquera dans le détail tout à l'heure. Nous monterons également dans la machine à remonter le temps avec Christelle Molina, déléguée régionale d'INA Atlantique. Ce matin, elle a choisi une archive de 1964 sur le navire-école bien connu, la Jeanne d'Arc. Voilà, on vous embarque donc, nous aussi, à bord pour 52 minutes d'émission. Bienvenue à vous en cette matinée. Bonjour à tous, à toutes même, dites donc, que des filles ce matin sur le plateau. Bonjour ma chère Catherine. Ah pardon, je vous ai interrompu, vous étiez le nez dans votre téléphone, normal. Oui, j'étais en train de liker des vidéos de petits chiens. On parle de nomophobie ce matin. Alors on est en 2019, ça devrait plus exister, excusez-moi. Il est fini le temps des cathédrales et tout. En plus, c'est naturel. Il y a 400 espèces animales qui sont concernées dans le monde. On parle pas de ça. Non ? La nomophobie. La nomophobie, c'est un pardon, j'étais sur autre chose. Ça veut dire quoi déjà ? No mobile phobie. Non, mais c'est normal. Attendez, Laurence. Moi, j'ai tout là-dedans. Là. J'ai mon agenda, j'ai ma vie, j'ai des amis, j'ai même des gens qui sont pas des amis dedans. J'ai mon compte en banque, j'ai tout. Il y a des photos et des vidéos de petits chiens et de petits chats. Non, on peut pas. J'ai posté ce matin une photo de mon petit déjeuner. Bon, bah voilà, il faut que je sache si les gens vont liker ou pas. C'est hyper important. Mais oui, et on sait jamais, il y a peut-être un magasin de VPC qui va m'envoyer une offre pour une promotion spéciale, vous voyez. Il faut que je réponde à tout instant. Non, le seul truc que je fais plus avec mon téléphone, c'est de passer des coups de fil, du coup, maintenant. Mais non, je peux pas... Mon précieux. Non, c'est très dur de s'en passer. Mais j'ai hâte qu'on me dise comment s'en sortir. Justement, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure avec Gwendoline. Pour l'instant, justement, quand vous aurez plus dans votre téléphone, vous pourrez regarder ce que c'est que la nomophobie en images tout de suite. Je vais filmer ça. Bonjour, je m'appelle Tom. Bonjour Tom. Hier, j'ai encore passé 3 heures sur mon téléphone portable avant de m'endormir. Je sais bien ce que vous vous dites, mais Tom est loin d'être le seul, car plus de la moitié des Français sont accros à leur téléphone portable. On appelle ça la nomophobie, contraction de no mobile phone phobie, qui veut dire en français la phobie d'être séparé de son téléphone portable. Et c'est vrai que nos portables nous servent à beaucoup de choses. Faire les courses, regarder son agenda, lire ses mails, suivre une série, téléphoner, draguer, prendre des photos, allumer son GPS, faire son sport, jouer... Bref, quand on nous le retire des mains, c'est l'horreur, la cata, l'angoisse, le stress total, quoi. En France, quasiment un utilisateur sur 2 se considère comme accro. Les symptômes de cette addiction peuvent être nombreux. Crise d'angoisse en cas de privation de téléphone, tremblements, tachycardie, sueur, sensation d'étouffement, stratégie d'évitement pour ne jamais être sans son portable. Aucun déplacement ne se fait sans l'avoir à la main dans un endroit qui capte. Autant le dire, la nomophobie peut vous pourrir la vie. Mais pas de panique, comme toutes les addictions, il y a des solutions. À commencer par en parler. Oh, je vous laisse. Alors là, il faut répondre, pas le choix. Allez, si les adultes paniquent à l'idée de perdre leur
téléphone. Est-ce le cas également des enfants et des adolescents? C'est la question qu'on pose ce matin à Gwendoline Brahim. Bonjour Gwendoline. Bonjour. Alors c'est une question qui est assez compliquée et épineuse, on va dire, dans les familles. À quel âge offre-t-on son premier téléphone à un enfant, adolescent, on va dire? Oui, un ado plutôt. Parce qu'à 4 ans, c'est un peu compliqué de gérer un Oui, téléphone. quoi qu'ils quand aient même. très bien malheureusement à cet âge-là avec Ils les savent très bien faire. téléphones. Oui, comme ils ça. savent très bien scroller comme on dit. Oui, parce que le téléphone, ça fait vraiment partie intégrante du quotidien. Catherine a toute sa vie dans son téléphone et il n'y a pas que Catherine. Voilà, malheureusement, on a vraiment tout et on fait en sorte qu'on ait tout dans notre téléphone. Donc, vu que les enfants fonctionnent par imitation, forcément, à nous voir le nez dans notre téléphone, et ils se disent bien que ça a l'air plutôt sympa ce qu'elle a dedans. Ça a l'air plutôt chouette pour qu'on soit autant captivés. Donc, forcément, ils vont vouloir toucher à nos téléphones. Souvent, les enfants le réclament. Alors, à quel âge? Alors, généralement, le téléphone, c'est quand même l'apanage des adolescents. On a cette vision de l'ado, la nuit complètement cassée, le nez dans le téléphone. Mais pas que l'ado, regardez là. Oui, Catherine a du mal à séparer du Un Français sur deux. Ce matin. Ouais, on va dire un Français et demi, même, je pense. Quand on voit dans le métro ou dans le train, c'est vraiment tout le monde est dedans. Donc voilà. Donc généralement, la question du téléphone, elle se pose souvent à l'entrée au collège, parce qu'au collège, les enfants vont aller tout seuls à l'école, ils vont prendre les transports en commun. Parfois, ils vont aussi aller à leur activité après les cours. Donc, on est plus dans un outil de sécurité. Voilà, disons que ça rassure les parents. Voilà, ça rassure les parents que l'enfant puisse être joignable partout et à tout moment, si jamais il a un souci, qu'il est perdu, qu'il a du retard. Bon, alors, il faut savoir que Catherine, très perturbant. Il faut savoir que les établissements scolaires, aujourd'hui, en sont arrivés à interdire le téléphone dans l'enceinte du collège, pour que les enfants soient quand même assez concentrés sur ce qu'ils font au collège. Alors, quand ils sont petits comme ça, jusqu'à 13 ans, ce qui est bien, c'est qu'ils se rendent compte quand même que le téléphone, c'est un outil, ça sert à téléphoner, même si Catherine n'appelle plus avec le sien aujourd'hui. Voilà, le téléphone, ça sert quand même à téléphoner. Donc, il faut essayer de séparer l'aspect ludique de l'aspect sécurité et de l'outil. Donc, en général, ce qu'on conseille, c'est pour les enfants jusqu'à 13 ans, c'est d'opter pour le téléphone qu'ils n'aiment pas du tout. Donc, pas de smartphone. Le téléphone, vraiment, on peut juste appeler et envoyer des messages. Alors, ils vont sûrement faire la tronche si vous leur proposez ça, parce que c'est un peu la honte avec des copains. Mais ça permet quand même de séparer le ludique de l'utile et surtout de garder le contrôle sur les écrans et de l'accès aux jeux et aux écrans des enfants. Parce que, sinon, sortis du téléphone, les enfants, ils aiment bien le smartphone pour jouer dessus. Donc, ils vont télécharger des jeux, ils vont vous faire payer des super niveaux, des machins, parce qu'il fallait ci, il fallait ça pour accéder toujours plus. Et ils ont le nez collé dessus tout le temps, même quand ils font leurs devoirs qu'ils ne sont pas à la maison. Donc dissocier le pratique du ludique, c'est bien au moins jusqu'à 12-13 ans quand on peut réussir à tenir. Ouais. Après, on peut plus. Alors après, on peut plus. Voilà, après, c'est plus compliqué. Après, il faut faire quoi alors? Déjà, il faut pas diaboliser le téléphone, le smartphone, parce que c'est vraiment ça, vraiment le souci. C'est pas un mauvais démon finalement. C'est quelque chose qui fait partie de notre société et c'est un outil de socialisation. Vous pouvez pas demander à un adolescent d'avoir des amis, de se socialiser, d'aller à des sorties, d'aller au cinéma, enfin de faire vraiment avoir une vie à lui si vous le coupez du smartphone, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de notre vie à nous, donc ça fait aussi partie de leur vie. Alors, ce qu'il faut faire, c'est bien leur faire comprendre qu'on n'est pas né de la dernière pluie, qu'on sait très bien ce qu'il y a dedans, surtout les réseaux sociaux. Alors, voilà, le conseil, c'est quand vraiment vous offrez ce smartphone à votre adolescent, faut se mettre à la page. Il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'il en est. Donc, il faut connaître Instagram, les Facebook, les Twitter, tout ça. Et du coup, on passe des heures sur notre téléphone. Voilà, non, mais il faut vraiment se renseigner, savoir vraiment ce qu'il en est. Comme ça permet à l'enfant de se dire déjà, il ne va pas pouvoir vous prendre pour un jambon. On sait très bien ce qu'elle a dedans. Et de pouvoir parler avec lui. Donc, le but, c'est pas de diaboliser, c'est plutôt de communiquer et de lui faire comprendre que les réseaux sociaux, c'est chouette, c'est super, ça fait partie du monde dans lequel on vit. Mais c'est avec modération. Voilà, avec modération et lui faire comprendre que tout ce qu'il va faire dessus, de tout ce qu'il va voir, c'est aussi un peu un prolongement de sa pensée à lui. Et c'est une vision qu'on va avoir de lui. Donc, si une adolescente va aller s'amuser à poster des photos, dénudées ou d'avoir un discours, quelqu'un qui va avoir un discours un petit peu haineux ou autre dessus, et ben c'est la vision qu'on va avoir de lui après. Pareil, ce qu'il veut mettre dessus, il peut aussi recevoir des informations qui peuvent être faussées ou qui ne vont pas vraiment correspondre à la personne qui les envoie. Il faut vraiment les sensibiliser dessus. Donc c'est plutôt ça, sensibiliser, éduquer, encadrer, mais pas priver, parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, ils vont trouver le moyen d'y aller, ça sert à rien du tout. Et puis un jour ou l'autre, ils vont y aller. Alors là, ça va être la débandade parce que il y aura plus du tout de communication. Est-ce qu'on met des règles, je ne sais pas, vraiment, pas à table, les choses comme ça? Alors voilà, le souci des réseaux sociaux, parce que c'est souvent ça qu'ils aiment les ados dans les smartphones, c'est que du coup, ils vivent leur vie un petit peu à travers ça. Donc leur faire comprendre qu'il faut garder quand même le pied dans la vie réelle. Donc le téléphone, c'est très bien, avec les amis, c'est très bien, mais il faut quand même aussi faire des activités en dehors.
Et voilà. Et dans le cadre familial, on évite. Mais alors, on évite, mais les parents aussi. Alors, si on demande à l'adolescent de mettre son téléphone dans sa chambre ou sur le côté de la table quand on est à un repas de famille, et ben nous aussi, on le fait. Quand on fait une balade avec les enfants, et ben c'est pareil, on se balade avec les enfants, on se balade pas avec les enfants et le téléphone. Alors, c'est très à la mode de prendre plein de photos pour mettre sur Instagram, pour montrer à quel point notre vie est merveilleuse. Mais il faut aussi penser à profiter du moment pour aussi donner l'exemple aux enfants et même aux plus petits. Parce que les plus petits aussi aiment bien le téléphone portable. Alors, on leur prête pas. On leur prête pas. Le téléphone, c'est aux parents, c'est un outil pour les adultes. Et même si c'est un peu dur de les faire patienter dans les salles d'attente ou dans le train, on prend du coloriage, on prend ce que vous voulez. Autre chose. Mais on ne donne pas le téléphone, même s'il y a des super applications faites pour les enfants. On évite quand même de faire en sorte qu'ils aient, qu'ils sont l'écran de l'adulte ou un écran pour eux, mais avec des applications pour eux et vraiment avec modération. Merci Gwendoline, on va essayer d'appliquer tout ça. Hein, mais après, on est obligé de discuter en famille, de raconter sa journée, puis de terrible. s'intéresser aux autres. C'est pas facile. Je comprends. Mais tu devrais peut-être liker ce que les gens pensent du coup. Je vais liker ça. Ouais, je poste ça, c'est ce qui est fait sur les réseaux. Allez. Les écrans peuvent aussi favoriser les apprentissages et c'est ce que nous allons voir tout de suite avec Françoise Sarnowski. Bonjour Françoise. Bonjour. Vous êtes bibliothécaire indépendante. Le numérique, est-ce qu'on peut dire que c'est un fabuleux outil pour contrer la dyslexie ? On s'intéresse à un autre écran là, mais un peu plus grand peut-être, une tablette. Oui. Alors ça ne va pas contrer la dyslexie, mais en tout cas ça fait partie de toutes les adaptations possibles qui vont rendre la lecture plus facile. Alors c'est vrai que ça a l'air un peu contradictoire avec ce qu'on vient de dire, mais je pense qu'on a un outil, après tout dépend comment on l'utilise, tout simplement. Alors lire avec le numérique, c'est quelque chose de relativement récent, mais puisque de toute façon les jeunes ont ces écrans entre les mains, autant qu'on y mette des bons contenus. Donc je vais vous parler par exemple de la société Mobidis, qui est une start-up nantaise qui depuis plusieurs années travaille à l'adaptation de livres en version numérique avec tout un panel d'outils de paramétrage qui vont, alors on va les voir à l'écran je pense, qui vont permettre à l'enfant ou à l'adulte après de vraiment choisir sa mise en forme en fonction de ses besoins. Donc la taille des caractères, le type de lettres, il y a une police spéciale Open Dyslexique par exemple qui peut être intéressante mais pas pour tous les 10, donc il y a d'autres 10 qui vont préférer de l'Arial ou d'autres caractères. On va choisir l'interlignage, on va choisir... dans l'exemple qu'on a là, on voit que le texte est encadré. Pour certains enfants qui vont avoir des soucis visuo-spatiaux, ça va aider à se concentrer sur le texte. On a une petite règle de lecture là qu'on aperçoit en jaune, qu'on déplace avec son doigt et qui permet vraiment d'isoler sa ligne, parce que sinon l'enfant peut zapper très vite d'une ligne à l'autre, et donc évidemment ça ne fait plus sens. On va voir sur une autre page. Alors ici, on a, la photo est pas très bonne, mais on voit déjà qu'il y a une coloration d'une ligne sur deux, donc les lignes aussi se distinguent l'une de l'autre, et on a une coloration des syllabes. Donc ça va aider certains enfants, pas d'autres. Voilà. Donc l'intérêt, c'est de faire vraiment son choix. On a bien sûr des outils son qui permettent d'écouter son texte. Et l'audio est vraiment un fabuleux apport par rapport au texte écrit. Les enfants 10, en fait, dépensent une énergie incroyable tous les jours pour faire l'effort de lire. Donc tout ce qui va leur permettre une économie, c'est intéressant. Et puis l'accès au texte est toujours là avec l'audio. Il y a également des cartes mentales, des choses étonnantes pour que les personnes dyslexiques puissent visualiser justement une histoire. Tout à fait. Alors là, on était sur un J'aime lire ou sur... alors juste avant, c'était J'aime lire 10. Donc J'aime lire, le fabuleux magazine des éditions Bayard qui existe en version 10. Là, on est sur un roman plus complexe, Nos étoiles contraires, qui est un roman ado-adulte. Donc on retrouve toujours les paramétrages et on va trouver également en tête de chapitre un petit schéma, une carte mentale qui va permettre de favoriser la compréhension de l'histoire. On va voir ça dans la photo suivante. Donc on va avoir avec une présentation du personnage qui va rencontrer un autre personnage et rappeler que Hazel, c'est le personnage qui a tel âge, je ne sais plus exactement l'histoire, qui a tel âge, qui est malade d'un cancer et qui va rencontrer un ami, etc. Donc cette carte mentale, au début d'un chapitre, va aider à la compréhension de l'histoire.
C'est très important. Quand on sait que 8% de la population est dyslexique, c'est un chiffre quand même impressionnant. On revient juste sur cette carte mentale justement qu'on attendait. Donc on rêverait que tous les livres en fait soient adaptés comme ça. Alors ça se fait peu à peu. Mobidis travaille quand les éditeurs veulent bien confier leur catalogue. Donc pour l'instant c'est Belin, c'est Nathan. Et on espère que beaucoup d'éditeurs vont oser confier leur texte parce qu'il y a encore du boulot à faire là-dessus. Parce que ça ne sert pas qu'aux personnes dyslexiques, ça sert à tout le monde. Voilà, ça sert à tout le monde. Ouais. Et ça, c'est un peu le principe d'inclusion aussi qui est intéressant. C'est on fait pour un public cible et puis on se rend compte que ça aide à la lecture pour plein d'autres personnes. Alors il y a les bibliothèques qui font également un travail formidable à destination des personnes dyslexiques. Et en Bretagne, on est extrêmement bien lotis justement en la matière. On est tout à fait à la pointe, je crois, en Bretagne. Donc il y a bon nombre de bibliothèques qui développent des services, les éditions adaptées, des fonds de documentation pour les parents et pour les professionnels, des fonds de jeux de société pour apprendre autrement. Donc par exemple, la médiathèque de Vitré développe ça. Il y a des jeux pour apprendre le calcul, la grammaire, le vocabulaire, donc des jeux soit d'édition courante, soit des jeux conçus par des orthophonistes. Des tablettes, des aides aux devoirs aussi qui sont faits, des fonds lire et apprendre autrement, à la médiathèque de Vezin ou à la bibliothèque de Chavagne par exemple. Et puis des rencontres, c'est-à-dire des intervenants qui vont venir à la rencontre des familles dans les bibliothèques pour expliquer, par exemple, comment on peut utiliser ces fameuses cartes mentales pour aider à l'apprentissage d'une leçon ou à la rédaction d'une disserte. Donc ça se fait beaucoup à Vezin, des coachs scolaires. Et c'est important parce que la pression sur les familles est énorme. Les familles vivent des choses très très dures, les jeunes aussi évidemment. Et il y a besoin de toutes ces aides. Et les bibliothèques sont là, c'est des centres de ressources en fait. Donc il y a les champs libres, il y a à Landerneau, dans le Finistère, la médiathèque qui développe un fonds Bibliodis. En Ille-et-Vilaine, il y en a vraiment bon nombre. Médiathèque de Vezin, de Chavagne, je les ai citées, Vitré. Et tout ça, c'est soutenu par les bibliothèques départementales qui sont des services, des conseils départementaux. Et avec, par exemple, une malle 10 qui tourne en Ille-et-Vilaine et qui peut aller dans des toutes petites bibliothèques pour enrichir les fonds existants et puis former aussi les bibliothécaires parce que c'est un travail qui se fait peu à peu. Une palette vraiment très, très riche pour toutes ces initiatives. Merci beaucoup. Et puis vous serez présente, Françoise, au Festival Rue des Livres, que vous connaissez bien. Oui. Catherine, très beau festival. Ce sera donc le week-end du 23 et du 24 mars. Voilà. Et vous nous présenterez donc tout un tas de collections. Oui, parce que c'est un festival qui pense vraiment à l'accessibilité de tous. Et c'est à Rennes. Donc on parlera du facile à lire, on parlera des éditions adaptées. Et le dimanche matin, il y aura une permanence par les gens de l'APEDIS 35, qui sont l'association très très militante et très dynamique pour être à l'écoute des familles et des professionnels qui sont concernés par l'EDIS. Merci beaucoup, Merci Françoise. beaucoup. Gwendoline, je sais que c'est un sujet qui peut vous faire réagir. Moi, je trouve ça très bien, les cartes mentales. Je trouve que c'est vraiment un super outil, même pour les enfants qui sont dans l'apprentissage de la lecture. Je pense au CP, au CE1, qui ont envie de lire, mais qui ne sont pas forcément capables de lire tout un livre et qui vont se démotiver quand ils voient le livre qui est quand même assez conséquent, et leur donner comme ça des petites cartes mentales au fur et à mesure du livre, ça leur permet de mieux suivre l'histoire et puis de prendre confiance en eux, qui sont capables de comprendre une histoire et d'aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que dans les livres pour enfants, ça manque. Exactement. Bon, écoutez, alors Catherine a décroché. Dites donc, on a réussi à la faire décrocher. Ouais, ça y est, oui, elle a pris un stylo. Mince, tout est possible, tout est possible. Allez, vous n'êtes pas la seule. Quand on arrive à décrocher de son portable ou de sa tablette, on peut faire aussi du tourisme industriel. Oui, parfois. Et dans le Finistère, quelques 250 000 visiteurs franchissent ainsi chaque année les portes d'une cinquantaine d'entreprises. Le monde de la pêche, l'industrie textile, etc., ou l'agroalimentaire sont concernés. Mais les touristes sont de plus en plus friands de ces visites qui permettent de découvrir l'envers du décor. On vous invite tout de suite à pousser les portes de la cidrerie du Quinquis, c'est à Quimper, une entreprise familiale qui produit du cidre dans la plus pure tradition. Claire Louet et Yvan Froberg. Quand on broie nos pommes, on laisse la pulpe cuver. On pratique toujours le cuvage ici. Donc on va les broyer et on va attendre au minimum. Quand Hervé Seznec parle de son métier, il est intarissable. Depuis près de 40 ans, ce passionné produit à Quimper du cidre, du lambic et du pommeau.
Donc je vais assembler différentes variétés. Les 2 premiers rangs du haut, c'est de la Féobrise qui est Douce, amère, acide, le cidrier associe 25 variétés de pommes pour produire le cidre de Cornouailles, le seul en Bretagne en appellation d'origine protégée. Le cahier des charges garantit la provenance des pommes et la technique d'élaboration. Le Cornouailles ici en Finistère et même nos cidres sur le manoir du Quinquis sont en 100% pur jus. Donc on n'a vraiment que du pur jus de pomme comme pour un vin. Dans le vin en France, on n'a pas de vin fait à base de concentré. Dans la pomme, j'allais dire malheureusement, ça fait partie de la consommation. On peut aller jusqu'à 50% de concentré de pomme. Donc on a différents cidres en France qui ne sont pas tous des pur jus. Donc c'est pour ça que les visites d'entreprise ont l'intérêt de venir découvrir les différents savoir-faire. Donner des clés aux consommateurs. La cidrerie, qui pressera cette année 450 tonnes de pommes, se visite toute l'année. L'occasion de pénétrer dans les coulisses de la fabrication de cette boisson pour ce groupe de touristes rennais. Je trouve que de venir voir sur le terrain finalement des producteurs de pommes qui font à la fois la récolte et puis l'élaboration du cidre permet de voir un peu qu'il est possible de faire des produits de qualité tout en respectant à la fois la nature et puis informer le consommateur de cette spécificité en tout cas au cœur de la Bretagne. C'est rassurant. On retourne à vraiment nos racines et de voir qu'il y a des personnes qui maintiennent ces façons de faire pour nous donner à nous à profiter de produits naturels, c'est très rassurant. La lumière du jour directe est mauvaise pour le vieillissement des produits. Clou de la visite, la découverte du chai le plus grand et le plus ancien de Bretagne. Le manoir du Quinquis transforme les 2 tiers de son cidre en eau-de-vie et en pommeau qui vieillissent dans ces gigantesques fûts de chêne. Certaines barriques sont plus que centenaires. Nous, ce qui va nous distinguer, c'est qu'on travaille en gros comme il y a 100 ans, on n'a rien inventé. C'est-à-dire qu'en cidre, on est toujours en 100% pur jus, on est en effervescence naturelle. Alors c'est un risque qu'on prend parce qu'on a 2-3 mois de prise de mousse. Enfin, c'est important pour nous de transmettre tout ça au public qui vient nous voir. C'est ce qu'aujourd'hui les gens recherchent, quoi. C'est cette transparence, c'est pouvoir venir. Mais c'est aussi, surtout, je pense, avoir de vrais produits, quoi. La cidrerie vend l'essentiel de sa production en direct, mais les bouteilles se retrouvent aussi sur les tables des grands restaurants. Muller, venu de Francfort, apprécie. C'est le cidre cuvée blanche que on boit le cuvée blanche avec les apéritifs, avec les desserts. Très agréable. Pour moi, c'est une surprise d'avoir cette grande sélection comme ici, avec différentes formes de cidres, différents goûts, etc. Alors j'aime beaucoup. On va monter le degré d'alcool progressivement pour atteindre les 70 degrés en degré d'alcool. Un voyage gustatif et olfactif qui s'achève ici, au pied de ce vieil alambic en cuivre. Le distillateur élabore l'eau-de-vie de cidre qui sera commercialisée à 40 degrés, un savoir-faire qu'il faut faire savoir. C'est un métier où on n'est pas exposé, on est peu vu. On travaille souvent dans l'ombre, il faut récolter ses pommes, les transformer, en faire le cidre presque 1 an après. Une fois qu'il est sec, on va le distiller. Et à l'automne d'après, on recommence chaque année, puisqu'on vit au rythme des saisons. Et c'est intéressant d'avoir des visiteurs, parce que ça leur permet de découvrir déjà un environnement qui ne leur est pas familier. Et nous, de donner un peu de sens aussi à notre métier. La visite terminée, Hervé Seznec repart au pressoir. Grâce à un ensoleillement exceptionnel, les premiers jus sont sucrés, promesse d'un cidre qui ravira les papilles. Christelle Molina, déléguée régionale de l'INA Atlantique, nous a rejoint. Dites-moi, une odeur de pomme, ça peut éveiller quand même tout un tas de souvenirs, non? Je sais pas, chez les unes les autres. Ouais, si, oui. Bon, on va voir. Comme ça, la campagne. Ça peut éveiller des souvenirs si on est sensible aux odeurs. Alors, c'est votre cas, Marie-Laure Garin, bonjour. Bonjour. Dans une autre vie, on pourrait presque dire que vous auriez pu être née ou créatrice de parfums, mais non. Merci. Vous avez choisi plutôt de profiter de votre don pour soigner les autres. Vous êtes infirmière et socio-esthéticienne en Centre-Bretagne et vous utilisez parmi d'autres outils dans l'accompagnement à la personne l'olfactothérapie. Qu'est-ce que c'est? Ça nous intrigue et de quelle façon vous vous en servez? Alors en fait, je travaille à partir des odeurs sur la mémoire en fait et les émotions des personnes. On le fait en général d'une manière très ludique à partir de jeux en fait qu'on va composer alors sur différentes thématiques et on va un petit peu travailler. Alors là, on voit une image avec des personnes âgées. Vous faites des ateliers olfactifs? Oui, c'est ça? en général, c'est en collectif plutôt.
parce qu'ensemble c'est mieux. Oui. Et on va partager en fait un petit bout d'histoire et relier en fait les odeurs à des souvenirs en fait qui peuvent être plus ou moins lointains. Ça peut être aussi un travail sur la mémoire immédiate qu'on va faire à la fin de la séance. Mais l'idée, c'est vraiment en fait d'aller puiser à partir de l'odeur en fait des petits souvenirs, voilà, qui sont liés. Alors concrètement, vous faites comment? Vous emmenez une petite mallette magique, on croit l'apercevoir là, en fait, dans avec, les structures médico-sociales? Tout à fait, avec des odeurs sur différents registres. Ça peut être la nature, ça peut être des odeurs très familières, de la cuisine, de la salle de bain, etc. Et on peut faire en fait un tas de choses avec ces odeurs. Ça va être par exemple créer une histoire olfactive tous ensemble. Ça va être à partir d'un petit jeu, relier par exemple des odeurs à des saisons. Est-ce que ça appartient au printemps, à l'été, etc. Il y a vraiment un tas d'utilisations possibles. On a envie de sentir un tout petit peu pendant que vous nous parlez. Proposez-nous quelques petites choses. Je vais vous faire sentir une petite odeur. Alors, dites-nous. J'espère qu'ils vont vous rappeler des petites choses. Alors, on commence toujours par des exercices de respiration. En général, l'atelier olfactif pour vraiment... En fait, travailler sur le ici et pas maintenant, même si on part sur le passé. Oui. Alors, peut-être que ça éveille on ne dira pas la marque, mais c'est une colle qui sent l'amande. Et ça rappelle l'école primaire, quoi, effectivement. Voilà. Ouais. Alors, ça peut être ce lieu-là, mais pour d'autres personnes, ça peut être la galette des rois. Le polycopier. Les polycopiers. Ça peut être ça. Si, c'est vrai. Ça peut être l'amande. Ça peut être le cirage pour certaines personnes. Vraiment, c'est... Ce qui est intéressant en fait à partir des odeurs, c'est qu'il n'y a pas forcément de vérité. Chacun a sa vérité et chacun va la relier en fait à une histoire qu'il a vécue. Voilà, c'est vrai que l'odorat, on l'utilise assez peu finalement dans tout ce qui est thérapie. Qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport à d'autres méthodes, entre guillemets, d'autres approches? Ce qui est intéressant avec le sens de l'odorat, c'est qu'avant en fait, de l'identifier et de voir cette odeur égale la colle blanche, etc., ça va passer en fait dans le système limbique. Le système limbique, c'est le siège des émotions et de la mémoire. Donc c'est pour ça qu'en fait, on peut être surprise quand on sent une odeur, on croise quelqu'un dans la rue avec un parfum qui va nous ramener vers Mamie Monique. Mamie Monique. Et qui va nous ramener... J'explique, je disais que justement une fois, j'avais senti une dame qui avait le parfum de mon institutrice de maternelle et j'avais été tout émue juste pour une simple odeur de parfum. Ça flashback 20 ans. On lance un appel d'ailleurs. Oui. Si vous connaissez Mamie Monique, elle était où? Elle était à l'école Verdun, au groupe scolaire Verdun, à Rennes. Alors on lance un appel. On ne sait jamais si vous retrouvez Mamie Monique. Si vous avez des nouvelles de Mamie Monique, j'en chiale. Écrivez dans votre... Vous voyez comme c'est vecteur d'émotion. C'est incroyable avec la colle Cléopâtre. Ça y est, elle est repartie 20 ans en arrière. Il y a beaucoup d'émotions et quelquefois chargées. Alors d'émotions qui peuvent être aussi douloureuses, comme quelque chose de très joyeux. Mais souvent, j'ai vu des personnes en fait. Souvent, c'est des hommes d'ailleurs qui pleurent. Parce que ça les ramène en fait à des personnes qu'ils ont connues, parfois décédées, etc. Et il faut savoir aussi gérer après l'atelier en fait toutes ces émotions. Vous faites des câlins après ou des tabacs. C'est la calinothérapie derrière. Est-ce que pour les enfants et les adolescents, vous utilisez le même type de méthode? Tout à fait. Alors, plutôt des enfants et des adolescents en situation de handicap, où on va justement exploiter ce sens qui est parfois un petit peu oublié, archaïque pour certaines personnes, et pouvoir en fait travailler. Alors, pas forcément que les odeurs, ça va être aussi travailler sur le corps. Qu'est-ce que je ressens et quelles sensations je vais ramener aussi aux émotions en fait, et travailler tout ça en même temps. Ça peut être sous forme de jeu, où je vais mimer l'odeur. Comment on mime une odeur? Comment on mime la colle? Si la colle, tu sniffes le truc, et voilà. Donc c'est complexe, c'est une approche sensorielle extrêmement fine. Tout à fait. Alors c'est vrai que j'utilise différentes approches psychocorporelles. Il n'y a pas que les odeurs, il y a
voilà, la socio-esthétique, tout ce qui est un trait en fait avec le toucher, les massages bien-être. L'idée en fait, c'est que la personne puisse un petit peu se réapproprier son corps. Souvent, par la maladie, du fait de la maladie, en fait, les personnes me disent souvent, j'ai plus l'impression que mon corps m'appartient, en fait. Oui, qu'il appartient à la médecine, il est tellement objet de soins que l'idée, c'est vraiment aussi, retrouver son schéma corporel, les sensations qu'on peut, y retrouver, et puis amener vers le côté émotionnel aussi, et puis apporter surtout de la détente et du bien-être aux personnes. Comment on symbolisera dans quelques années l'odeur du portable? Imaginez, pour se rappeler le souvenir. Il y a peut-être des odeurs d'ailleurs qui sont dégagées à travailler. Ah ouais, Catherine. un Ça portable doit odorama. ça doit pas être très propre. C'est comme les sacs à main. À mon avis, ça doit pas être top. Il paraît que c'est plus sale que les lunettes de toilette. Il paraît. Sauf le mien. À creuser. Oui, effectivement. Bon, allez, on va Merci beaucoup, Marie-Laure. Et puis, pour toutes les infos complémentaires, on va sur votre page Facebook APSA Service, accompagner et prendre soin autrement. Tout est dit. Voilà. Merci infiniment. La nomophobie ou l'addiction au portable, c'est le thème du jour dans votre émission Ensemble c'est mieux. On va retrouver tout de suite Billy en compagnie de 2 adolescents qui fréquentent la MJC Antipode de Rennes. Billy, c'est à vous. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va très bien et toi? Ouais, impeccable. Alors, je suis avec Naofel ce matin et Abigail. Abigail, tu as quel âge? 13 ans. 13 ans, et toi? 17 ans. 17 ans. Alors, on est venu se parler ce matin de la relation que vous avez avec votre téléphone portable. On a bien un téléphone portable dans la main? Toujours. Alors, comment ça se passe, ce téléphone? On le garde toute la journée, on l'a comment? Allez-y, racontez-moi un petit peu. Toujours près de soi, sentir sa présence. Sentir sa présence? Ouais, toujours. Dans la poche ou... Dans la poche ou sur la main, toujours. Ouais. Parce que sinon, comment on se ressent? Si on l'a pas dans la main, on ressent quoi? On se sent pas très bien. Ouais. On panique un peu. Ouais, c'est notre moitié quoi. C'est ta moitié? Ouais, voilà. Donc ça vous sert à faire quoi le téléphone? Tout. Les photos, communiquer, on envoie des SMS, des snaps, on envoie quoi? Comme application aujourd'hui, on a quoi? On communique avec le monde extérieur, on a Snapchat. Instagram. Ok, avec Insta, c'est quoi? Juste des photos au final? Photos, des petites stories? messages, ouais, des stories. Plus des stories ou des photos d'ailleurs? On va dire qu'il y a plus de contenu en fait, des publications. D'accord. Voilà, c'est des contenus qu'on regarde comme un journal. Ouais. Ça marche. Alors quand on est, on va prendre les exemples de la vie de tous les jours, normalement on ne reste pas à avoir le téléphone portable. Quand on est en cours par exemple, on fait comment? On le coupe, on le met dans le sac à dos et basta, ou on fait quoi? Silencieux, mais pas éteint. Silencieux, donc pas en mode avion non plus. Silencieux mais pas éteint, c'est-à-dire qu'on l'a là comme ça dans la trousse quoi. Ouais voilà. C'est ça. Voilà, toujours avec nous, on sait jamais. Ça marche. Et les profs du coup, on se fait engueuler quand il y a ça ou... Bon, discret. Ouais voilà, on est discret ou sinon ils sont pas sévères s'ils nous attrapent. On fait comment la nuit? La nuit, on l'a aussi près de soi ou on le coupe et on le met dans le salon? On l'a aussi près de soi. Toujours. Donc on met à charger à 24/24 le téléphone Et sur le lit quoi. Quand on est trop scotché, on s'endort dessus. Ah oui, ça t'arrive quand même de t'endormir dessus? Ouais. Non, moi je l'éteins et je le mets près de moi. D'accord. Bah tu l'éteins en silencieux seulement. Des fois qu'il y a une copine qui t'envoie un snap à 3h du matin, tu l'écoutes? Non, il faut que j'éteigne pour garder la batterie parce que le matin... Voilà. Pour moi, il est tellement important que si je dois montrer du contenu, si c'est pas une personne que je connais vraiment, bah, je le garde dans la main. Quoi. Bon, ça je sais pas comment tu fais. Comme ça, je montre aux gens comme ça. Ah oui, d'accord, c'est vrai. C'était une bonne question ça. Toi, donc tu veux pas, par exemple, je te donne mon téléphone, moi ça me dérange pas du tout. Et moi, si je dois avoir le tien, tu peux pas. Si, mais... Faut avoir la confiance. Ne bougez pas. D'accord, c'est ça. Donc là, tu me le donnerais pas vu qu'on se connaît pas tout le temps. Mais là, c'est parce qu'il y a la caméra, quoi, c'est ça. Mais j'ai pas le droit de le prendre et de l'ouvrir, quoi. Vous connaissez pas le mot de passe, quoi. Voilà, il y a le mot de passe quand même qui est sécurisé quand même. Ça marche. Donc en fait, en gros, on se protège avec ce téléphone. Ouais, voilà. Je veux bien te montrer des infos, mais c'est moi qui maîtrise ce que je te donne comme information. Ouais, voilà. C'est ça? Voilà. Bon. Eh ben, merci beaucoup. On a passé une bonne matinée avec vous. De rien. Et puis, bon Snapchat alors. Merci. Allez, à bientôt. Merci beaucoup, Billy. Alors, il y a quand même le jeune homme qui dit un truc très fort, c'est notre moitié, le portable, quoi, quand même. Alors, justement, vous avez un petit quiz à nous soumettre, ma chère Catherine. Bien sûr, un quiz qui a été préparé par l'équipe de l'émission. Eh bien, je vous invite tous à participer. Allez. Vous êtes chacune munie d'une petite ardoise, et puis vous aussi à la maison, n'hésitez pas à noter les réponses, et on va voir ensemble quel type de nomophobe vous êtes. Est-ce que vous êtes prêts? On est tous accros au portable. Donc, ce sont des questions fermées, vous répondez par oui ou non. Alors, première proposition, lorsque vous êtes dans une salle d'attente, vous consultez votre portable plutôt que lire un magazine. Oui ou non? Ok, plutôt oui. Très bien. Question suivante, ne l'effacez pas, gardez vos réponses, on verra par la suite qui vous êtes. Vous partez
pour un rendez-vous important en oubliant votre portable. Vous faites demi-tour quitte à être en retard? Vous faites ça, vous? Oui ou non? Oui, oulala, il y a de la nomophobie dans l'air. Ah, plutôt non. D'accord. Troisième question, la nuit. Votre téléphone reste près de vous dans la chambre, qu'il soit allumé ou éteint? Oui ou non? Oh, dis donc. Ah ouais, il y a tout bon. Ok. Ouais, ça, c'est une vraie question sur la nuit. Alors, on en parlait, les jeunes en parlaient tout à l'heure. Vous prêtez difficilement votre portable et ne donnez jamais votre code de déverrouillage. Oui ou non? Oui, non, oui, non. Donc, il y a des gens qui prêtent leur code volontiers. Et enfin, dernière question, et on va voir où vous en êtes avec la nomophobie. Vous consultez plus de 3 réseaux sociaux différents chaque jour avec votre smartphone. Oui ou non? Non. Oui. Non. Ok, j'avais oublié de faire la blague de l'indice qui s'affiche en bas de votre écran. Voilà, c'était juste pour m'appéter Julien Lepers. Alors, vous avez combien de oui? Est-ce que vous vous en souvenez? Alors, dites-moi, combien avez-vous de oui? Un seul oui. 2. 3, Laurence, vous êtes la plus accro au portable de ce plateau. Eh bien, je vais vous dire 3, Laurence. 3, oui, félicitations, vous êtes nomophobe de bronze. Oh, ça va. Complètement Ali. Vous êtes quand même sur le podium, Laurence. Ouais, c'est vrai. Votre smartphone est un outil bien utile pour rester en lien avec vos proches ou vos lointains amis, mais vous savez régulièrement le laisser à distance pour profiter de l'instant présent. C'est tout à fait vrai. Félicitations, Laurence. Vous êtes à 2, mesdames? Ouais. Eh bien, bonne nouvelle. Vous n'êtes pas nomophobe, et si vous aussi vous avez 2 oui, vous n'êtes pas nomophobe. Le portable, oui, mais seulement si c'est utile. Vous l'utilisez volontiers, mais ce n'est pas lui qui régit votre vie. Vous êtes libre comme l'air, mais pas contre recevoir des nouvelles grâce à lui. Ça, vous vous reconnaissez dans ce... Tout à fait. Ouais. Peut-être un peu plus entre les deux quand même. Finalement. Mais en fait, il y a une... Bah si, mais la question ne devait pas... Ouais, je sais pas. Ouais. Non, mais j'avoue, je suis honnête. On pourra le refaire après. On pourra refaire, bien sûr. Marie-Laure. Vous êtes un. Alors, incroyable. Alors, ouais. Nomophobe pour vous, Kezako. Vous saviez pas ce que c'était avant de venir, c'est normal. Votre téléphone vous sert à téléphoner et parfois à envoyer un SMS. C'est vrai. Plutôt. C'est dépassé ça, mais bon. Envoyer un SMS à votre maman, par exemple, pour lui assurer que tout va bien, mais hors de question de devenir esclave de ce petit objet qui déconcentre bien trop souvent vos amis de vos conversations. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vous êtes dans le moment. Ça. Ouais. Les odeurs, ce qui se passe, etc. Très bien. Voilà, dans les autres sens que le visuel et le tactile. Oui, c'est ça. Ouais, et là, pourtant, c'est tactile et visuel, ça aussi. Ah oui. Ah oui, je viens de comprendre. Si vous aussi... Excusez-moi, j'ai oublié de regarder mon portable pour moi. Si vous avez eu, par exemple, 0 oui, c'est que vous n'êtes absolument pas nomophobe. D'ailleurs, on se demande même si vous avez un téléphone. Et si vous avez eu 5 oui, par exemple, là, on peut dire que... Est-ce que c'est votre cas, Catherine, au fait? Vous n'avez pas fait le test ou... Non, c'est vrai. Qu'est-ce que vous auriez répondu, vous? Eh bien, pas tellement. Souvent, j'aime bien l'oublier aussi. Et souvent, je l'oublie, d'ailleurs. Souvent, je le perds pendant 2-3 jours. Et comme ça me fait une sorte de cure de désintox du téléphone portable. Mais ne parlons pas de ça, parlons des 5 gens qui ont eu 5 oui, plutôt. Vous êtes nomophobe d'or, vous ne pouvez pas vous passer de votre portable. Oui, si c'est votre cas, là, lâchez votre portable tout de suite et regardez cette émission. Il fait partie de votre vie et toute séparation avec lui est impossible à envisager. Cependant, soyez vigilants, il ne faudrait pas que cette addiction vous fasse vivre par procuration ce que la vie pourrait vous offrir de plus réel. Oui, les gens, c'est ça, un regard, une odeur, un câlin, un petit chien qui passe, c'est ça la vie. Hein, c'est pas toujours sur le portable. Et je peux finir avec les 4 oui. Ouais. Allez, vous êtes nomophobe d'argent si vous avez répondu 4 fois oui à ce quiz. Votre portable vous accompagne où que vous soyez et il faut user de force conviction pour vous obliger à lever les yeux de votre écran. Mais rien n'est perdu, vous acceptez à de rares exceptions de décrocher. Et si vous y réfléchissez bien, avouez que ça vous fait du bien. Avouez-le. Allez, avouez-le. Dites-le, tous. J'ai une question. Est-ce qu'il y a des odeurs pour se faire détacher de son portable? Ouais. Oui. Les odeurs contre l'addiction. Je n'ai pas encore trouvé. On pourrait mettre sur le portable et...
Ah oui, quelque pas chose mal. qui répugne en fait pour... À travailler. On va y réfléchir. Moi, ça va. Du dentiste. Mais moi, ça me dérange pas. C'est pas mal. L'odeur du dentiste. Ouais, c'est vrai. Voilà, L'odeur on du l'a coup, senti. Et le bruit de la fraise, tu sais, le bzzz. Ah oui, Là, tu lâcherais. Donc, on va mettre les tours. Allez, on va se pencher maintenant, dans quelques instants, sur l'histoire du navire-école La Jeanne d'Arc avec vous, Christelle. On va s'intéresser d'abord au fameux pull marin dans notre rubrique économique à travers l'entreprise Rock en Maille. Elle est basée à Rohan, dans le Morbihan. Elle fabrique des tricots haut de gamme, produits entièrement en Bretagne. Une belle renaissance pour cette petite société qui avait pourtant déposé le bilan en 2009. C'est un reportage signé Benoît Levaillant. Niché au bord du canal de Nantes à Brest, dans le centre-Bretagne, Rock en Maille défie certaines lois de l'économie. En 2009, cette entreprise de tricot est placée en liquidation judiciaire, plus pour des raisons de montage financier douteux que pour absence de commandes. 4 salariés s'entêtent et reprennent la société. Ils embauchent 10 personnes et suivent un credo, la confection haut de gamme. Cette cliente suédoise, qui revend des pulls de la marque Bunel dans toute la Scandinavie, est conquise. Quand on est bien, quand on achète une chose, une pull de Bunel, on a vraiment récupéré de belle qualité. Ça pile pas, ça bouloche pas, c'est ça. Mais en fait, le savoir-faire français est reconnu en fait. Donc là-bas, un produit qui est fabriqué en France, pour eux, c'est gage de qualité déjà. Si la laine est néo-zélandaise, il n'y en a plus en France, tout le reste est français. Rock en Maille fabrique des pulls, jupes, robes et manteaux, vendus à 60% dans les pays scandinaves, 40% en France. Donc là, on est sur un autre client donc, qui s'appelle La Touche Française, donc, qui a relooké le pull marin et qui le développe sur le territoire français et même aussi à l'exportation. Nous, on a fait le pari de fabriquer en France et d'exporter nos produits, alors que d'autres ont fait le pari inverse, c'est-à-dire aller fabriquer dans des pays où le coût de la main-d'œuvre est beaucoup moins cher et les ramener en France. Repassage, coupe, couture. Aujourd'hui, l'entreprise emploie 25 personnes en CDI. Elle a vu son chiffre d'affaires doubler en 9 ans et produit entre 20 et 25 000 pièces chaque année. Un petit miracle. Delphine, modéliste et l'une des associées qui a repris la société en 2009, en tire une certaine fierté, mais se rappelle d'où elle vient. Si actuellement le carnet de commandes déborde, il faut toujours rester à l'affût du marché. Il faut toujours avoir l'œil ailleurs. Il faut toujours aller regarder comment les choses sont faites et jamais avoir peur de se remettre en question, de justement, un tel le fait comme ça, analyser pourquoi. Et puis pourquoi, c'est surtout à chaque fois une remise en question pour gagner du temps, de la matière, justement. On pense à notre coût de revient et avoir les prix les plus attractifs possibles. N'allez pas parler aujourd'hui aux gérants de Rock en Maille de conquête du marché américain ou asiatique. Très prudent, ils se concentrent sur un pari, le maintien d'une fabrication locale, surtout pas de production à grande échelle. Nous allons maintenant remonter dans la machine justement qui va nous emmener en 1964. La machine a remonté le temps avec vous, Christelle Molina. Qu'avez-vous choisi comme archive aujourd'hui, dites-nous? J'ai décidé de parler du croiseur-école La Jeanne d'Arc. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la Jeanne d'Arc? Oui. Et là, on parle de l'ancêtre, en fait, de la Jeanne d'Arc. Pour dessiner. Voilà, super. Ça, c'est votre un peu version de la simplifié, mais c'est un peu ça. Oui. C'est pas un bateau à voile. Mais bon, et donc, on parle de l'ancêtre, le croiseur-école Jeanne d'Arc, qu'on voit remonter la Pinfeld et qui, en fait, réunit un certain nombre de Français parce que c'est beaucoup de souvenirs pour tout le monde. Donc, plus fort que les odeurs. Avec beaucoup d'odeurs aussi. Avec beaucoup d'odeurs, différentes en tout cas. Exact. On va regarder cette archive du 10 juin 1964. Exact. La Jeanne d'Arc est un pays que tout le monde connaît et que tout le monde aime. Son arrivée était attendue avec impatience dans tous les ports du monde. Et la dernière visite qu'elle a faite dans quelques-uns de ces ports a été particulièrement choyée. Notre escale, où que ce fût, a été brillante. Parce que chacun voulait faire un effort supplémentaire pour
dire au revoir à cette vieille chose, à cette vieille dame. Monsieur, vous êtes brestois? Bien sûr que je suis brestois. Et vous êtes venu à brestois. Je suis venu voir l'arrivée de la Jeanne pour la dernière fois. Et quel effet ça vous fait? Pour un peu, ça ferait un effet de tristesse, mais dans la réalité, ne nous en faisons pas, il y en aura un autre de Jeanne qui remplacera celui-ci. Madame, d'où êtes-vous? De Paris. De Paris. Et vous êtes venu spéciaellement de Paris? Oui, spécialement. Pour attendre quelqu'un? Mon mari. Et c'est sa première campagne à votre mari? Non, c'est pas sa première campagne, mais c'est la première fois que nous nous séparons. Et ça vous a semblé long? Oui. Eh ben, c'est agréable, hein, croyez-moi. Et vous trouvez un peu de changement? Bah oui, elle avait 3 semaines quand on est parti. Et alors qu'est-ce qu'elle dit maintenant alors? Papa, elle appelle son père. C'est vrai? Comment tu dis toi? J'ai réussi à échapper aux douaniers, mais pas à la radio-télévision française. Qu'est-ce que c'est que ce passager clandestin? Ça, c'est un crocodile qui vient de Carthagène. On est content? Oui, on a un peu peur aussi. Dites-moi, on a peur? Oui, un peu. Dites-moi, est-ce que vous avez bien dormi la nuit dernière? Non, pas tellement. Alors que s'est-il passé, Christelle, après le reportage? Je vais commencer la première interprétation, après Gwendoline. Voilà, c'est ça. En fait, le croiseur école La Jeanne rentre de sa 26e dernière croisière d'instruction. Donc c'est pour ça qu'on la voit et que tout le monde est réuni pour aller attendre son époux et voir ce magnifique bateau. Et en fait, va être remplacé dès juillet 64 par la nouvelle Jeanne d'Arc, qui donc est baptisée La Résolue, mais qui devient la nouvelle Jeanne d'Arc en juillet 1964. Voilà. Qu'est-ce qu'elle symbolise, hein, la Jeanne d'Arc? Qu'est-ce qu'elle représente? Quelles sont ses missions principales? Alors, la Jeanne d'Arc, c'est à la fois un bateau-école, on le voit, donc qui va former, qui est un véritable banc d'essai pour des jeunes étudiants qui vont devenir de vrais marins, avec de vraies compétences, de vraies responsabilités de marins. C'est un navire de guerre, et c'est aussi une ambassade de France à travers le monde entier, en fait. C'est ça, c'est vraiment un fleuron emblématique de la Marine nationale française. Complètement, avec des soirées fastueuses, des bals et surtout des personnalités, de hautes personnalités qui viennent visiter le navire partout dans le monde. Voilà. Avec des escales, évidemment, dans tout un tas de pays, hein, on imagine bien, et de nombreuses missions humanitaires également? Alors oui, tout à fait. Alors déjà, 46 ans de carrière, c'est 800 escales. Je voulais revenir sur des chiffres assez impressionnants. 84 pays parcourus. Ce qui représente à peu près 3,25 millions de kilomètres, 79 tours du monde pour la Jeanne d'Arc. Donc c'est quand même énorme, avec des destinations extraordinaires comme de Singapour à Rio, du Cap de Bonne-Espérance à New York en passant par l'Inde, Valparaiso, les Antilles, New York, les canaux de Suez et de Panama, enfin j'en passe et des meilleurs, donc des voyages fabuleux. Et oui, et comme c'est un navire de guerre, c'est un navire qui également fait des missions humanitaires. Alors en 98, on pourra noter, j'en ai retenu quelques-unes, mais il récupère une quarantaine de boat people en mer de Chine qui sont sur des bateaux de rivière, voilà, des gens qui quittent et qui fuient le Vietnam. C'est aussi en 2004, après le tsunami à Sumatra, donc des opérations humanitaires pour aller ramener du fret humanitaire ou aussi vacciner des enfants. Plus de 9000 enfants sont vaccinés en 2004 en Indonésie. Et puis c'est aussi un bateau, comme je le disais, un bateau de guerre, donc avec des canons, des mitraillettes, équipés pour recevoir jusqu'à 10 hélicoptères et qui va pouvoir aller sauver les otages du voilier de croisière Ponant en avril 2008. Alors, depuis le retrait de service actif de la Jeanne, qui assure ces missions, du coup? Alors, il n'y a plus de Jeanne à proprement parler. Ce sont aujourd'hui ce qu'on appelle des BPC. Donc des bâtiments de projection et de commandement. Il y en a 3 en France aujourd'hui. Donc est-ce qu'il y en a un qui connaît le nom d'un BPC? Non. Le Mistral, le Tonnerre et le Dixmude. Et puis le groupe d'application de formation des enseignes de vaisseaux, des officiers existe toujours. Mais aujourd'hui, donc, c'est un BPC.
un des bâtiments, le Mistral par exemple, et une frégate. Et tout ça est dénommé la mission Groupe Jeanne d'Arc, la mission Jeanne d'Arc. Donc elle est quand même laissé son empreinte à travers ce nom emblématique finalement de Jeanne d'Arc. Voilà, mais on voit combien les gens viennent de toute la France pour voir la Jeanne d'Arc arriver et surtout récupérer les matelots. Et oui, la jeune femme, elle a peur parce qu'elle va retrouver son cher compagnon qu'elle n'a pas vu depuis très longtemps. Il est très content de la retrouver aussi, à mon avis. C'est pour ça qu'elle a très peur. La Jeanne d'Arc qui emporte les souvenirs de plusieurs générations de marins, encore plus fort que les petites fioles de Marie Lorgar. Elle a fait une petite carte pour récapituler l'extrait. Donc une petite carte mentale pour être sûr qu'on a bien suivi. Super. Donc il faut faire ça à chaque fois. Est-ce qu'il y a Lina qui a écrit dessus? Non. Ah, même pas. C'est pas que c'est une affiche de Lina. Ah, si. Oh là là. On pourra la ressortir dans plusieurs années. C'est parfait. Il faut qu'elle soit l'image. Copyright, Gwendoline Braille. Voilà. La carte mentale. La carte mentale de l'histoire de la Jeanne, comme quoi. Et puis c'est super clair au moins. Mais oui. C'est parfait. Il y a même un hélicoptère. Il y a un hélicoptère. Absence de détail. C'est magnifique. Il y a un hélicoptère. Merci à tous d'avoir été, à à nos côtés. Merci Catherine Badidou, vous avez lâché votre portable, qu'est-ce qui se passe? Non, arrêtez. Maintenant je suis accro à la colle, aux amandes. Merci Marie-Laure. C'est le subutex d'une homophobe. Voilà qu'ils vont lâcher son portable. Oui, c'est efficace. Alors là, vous êtes accro à quoi maintenant? C'est quoi? Non, à la colle. Amande et à la colle. À la colle. Ah ouais, merci. Encore mieux. Alors là, vous lui faites le cadeau de l'année. Bon, ok. On va la laisser sniffer tranquillement. Merci beaucoup. En vue d'une prochaine émission, amis téléspectateurs, nous attendons vos réactions sur l'hypnose. Y avez-vous déjà eu recours? Si c'est le cas, venez nous en parler. Nous attendons vos témoignages. Pour cela, rien de plus simple. Vous allez sur la page Facebook de France 3 Bretagne. Sinon, vous nous écrivez un petit mail à l'adresse qui s'affiche ecm.bretagne@francetv.fr ou bien encore vous nous appelez au 02 99 01 74 13. Bon, alors maintenant, on a 4 personnes addictes sur le Non mais ça c'est incroyable. C'est pas gagné. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain jeudi autour du thème de la VAE, la validation des acquis de l'expérience. C'est pas le vélo électrique, non. On vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne. Dans quelques minutes, place à votre journal régional. Kenavo, merci beaucoup. Ça y est, moi je suis obligée de tester. C'est incroyable. C'est fou. C'est exactement pareil que le petit truc. Le miel, ça. Je vous dis pas ce que c'est. Ça aussi, c'est du miel. Non, c'est pas du miel. C'est du miel. Et c'est de la colle, c'est du miel. Ça ne se mange pas, Catherine. Ah mince. Et ça, c'était quoi en fait? Non, c'est pas vrai. C'est trop bon. Regardez votre programme préféré avec Terre de Fenêtre. Fenêtres, baies, portes et volets pour rénover votre habitat. Je vais à plus de 100 et je me sens à feu et à 100 ans. Que m'importe de mourir les cheveux dans le vent. Le 29 mars prochain, le divorce sera définitivement acté entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Ce divorce a pris le nom de Brexit et cette page qui se tourne aura des conséquences pour la Bretagne, qui a tissé des liens économiques et humains très étroits avec ses voisins d'outre-Manche. Que vont devenir ces relations? État des lieux dans Enquête de région avec Robin Durand et ses invités ce soir après le Soir 3.